Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce que je rigole un peu maintenant quand je regarde les découvertes en paléontologie humaine. Alors je regarde, il y avait sur Futura Science, il y avait l'annonce d'une origine de l'homme, découverte d'une nouvelle espèce. Alors la découverte d'une nouvelle espèce d'hominidés, alors ils l'ont appelé Australopithecus deiremeda, illustre à nouveau le phénomène que l'on a mis en évidence depuis quelques décennies avec l'arbre généalogique de l'humanité. Plusieurs espèces parmi les hominidés ont coexisté et il est parfois difficile de préciser laquelle était l'ancêtre d'une autre. Cette dernière pourrait bien détrôner Lucie au titre de représentant de l'espèce ayant conduit directement au genre Homo. Bon alors, on rigole parce qu'on voit tout le temps des espèces, ils découvrent de nouvelles espèces. Alors c'est un peu prétentieux de leur part parce que c'est quand même très difficile de pouvoir différencier une espèce d'une variation intraspécifique d'un individu adulte d'un individu juvénile, voire peut-être des différences mâles-femelles, donc des différences sexuelles dans une même espèce. Hein. Donc tout ça, ce sont des querelles de chercheurs pour pouvoir mettre leur nom sur une espèce et pouvoir comme ça graver le sien directement au panthéon des paléontologues, hein, et puis avoir l'impression d'avoir marqué l'histoire par une découverte d'une espèce. Alors on est dans l'orgueil, hein, plus que dans la réalité scientifique. Alors, il y a évidemment de bons chercheurs qui cherchent, qui font des découvertes pas possibles, mais là je montre quand même qu'on est sur une découverte d'une petite mâchoire, hein, avec des dents. Alors voilà, je vous la montre, hein. Ici on l'a ici, vous voyez à peu près. Voilà, alors ça c'est le morceau de mâchoire qu'on a découvert. Alors les mecs ils mettent, ils sont en train de raconter un peu leur connerie, hein. Alors, je cherche un peu, hein. Euh, ils l'ont appelé comment? Je l'ai dit plus haut, je cherche un peu. Alors Hélène Selassie n'hésite pas à affirmer avec ses collègues que cette nouvelle espèce est une autre confirmation que celle de Lucie, l'Australopithèque afarensis n'était pas la seule ancêtre potentielle de l'homme habitant. Alors ils étaient l'un à côté de l'autre, hein, à peu près à la même époque, c'est qui habitant la région de Lafar en Éthiopie pendant le Pléistocène moyen. L'étude des fossiles trouvés sur ce site de Warasomil montre clairement qu'il y avait au moins deux, voire peut-être trois espèces de préhumains vivant à la même époque et géographiquement proches les unes des autres. Alors, cette nouvelle espèce trouvée en Éthiopie place un débat en cours sur la diversité des préhumains. À un autre niveau, les chercheurs ajoutent que certains de nos collègues vont être sceptiques en ce qui concerne cette nouvelle espèce. Bah oui, mais moi aussi je suis sceptique parce que je suis professionnel là-dedans, hein. Quand même, les os, c'est mon métier. Je peux vous dire que c'est quasiment impossible de voir à ce niveau-là une espèce. Alors effectivement, quand on a un bassin de type humain, on peut dire que c'est un ancêtre de l'homme, hein, mais on ne peut pas dire qu'on en trouve deux, qu'il y avait deux espèces différentes, hein, s'ils sont à peu près similaires, et les différences sont trop faibles. Alors il avait effectivement une mâchoire plus importante et des dents plus petites, mais il y a des tas de variations chez les humains, comme il y a de tas de variations chez les singes. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça fait des gorilles, hein, des crânes de gorilles, pour que vous compreniez. Hein. Voilà. Hein. Là, vous avez un crâne de gorille, hein, vous voyez. Hein. Remarquez un peu hein, un grand morceau d'os à l'arrière, hein, ça fait des gros muscles du cou, ça c'est un mâle. Hein. Et puis des normes, ici, il y a des normes temporaux, hein, des normes massétaires, des normes temporaux. Hein. Non, des normes temporaux, c'est le muscle de la mastication, hein, qui viennent aussi là. Je vais vous montrer d'autres. Hein. Voilà, un autre, alors c'est un autre mâle, hein, vous voyez, alors il y a beaucoup de variations. Voilà, regardez un autre mâle, et on voit que sa crête, hein, sur le dessus du crâne est beaucoup moins grosse, hein, alors que c'est un mâle, donc on voit des variations, et ces variations se voient aussi au niveau de la mâchoire. Hein. Vous en avez un autre, tenez, un autre ici. Hein. On voit quand même qu'il y a des sacrées variations, même dans les bourrelets suborbitaux, hein, chez les mâles. Hein. Alors ce sont des variations intraspécifiques. Là, vous avez une femelle. Hein. Alors je vous montre un peu une femelle. Hein, voilà. Alors si vous avez une femelle de gorille, alors vous voyez que ce n'est pas du tout la même forme. Les dents sont plus petites. Il n'y a pas de grandes canines. Hein. Donc on se retrouve quand même avec de sacrées variations au sein d'une même espèce. Hein. Et alors ces variations, ça va plus loin. Je vais vous montrer un peu ça. Je ne sais pas pourquoi je suis passé comme ça là-dessus. Voilà. Alors, vous avez des variations chez les singes. Alors regardez.
Hop, là, vous avez un gorille, alors vous voyez qu'il a une grosse tête, une sacrée morphologie, puis vous en avez d'autres, vous voyez, là, c'est une femelle avec un petit juvénile, hein, vous voyez, regardez un peu, le crâne change complètement, alors les dents aussi changent de la femelle au mâle, hein. Alors évidemment, il y a des variations, mais la structure de la mâchoire était la même, c'est simplement la taille des dents, mais c'est tout le temps les mêmes dents, et puis elles sont très mal conservées. Vous voyez, on voit deux visages, je vais vous en montrer un, voilà, vous avez un visage de singe, hein, voilà, là c'est un mâle, et puis vous avez un autre mâle, alors ça c'est pas une femelle, je crois que c'est un mâle, c'est plutôt un autre mâle, ou moins que ce soit un juvénile, vous voyez, très très dur, hein, voilà, de voir beaucoup de variations intraspécifiques, hein. Donc on est dans le délire, hein, dans le délire de paléontologues qui veulent donner des noms, qui veulent donner leurs noms sur des espèces, hein. Donc on est dans le délire, hein. C'est pas, on trouve une nouvelle espèce, alors c'est parce que j'avais répondu à un mec qui me sortait, vous ne connaissez pas, il y a telle espèce, et il me sortait 25 noms, j'ai dit, mais au moins 5 noms, 2, 3, 4 noms d'Australopithèques, Afarensis machin, Australopithèque, truc bidule. J'ai dit, mais mon ami, on met des noms pour faciliter une classification, mais ce ne sont que des continuités, et à part si elles sont trouvées dans des couches géologiques bien différentes, et on suppose qu'il va y avoir des spéciations, puisqu'il va y avoir une isolation moins temporelle, c'est-à-dire une distance temporelle qui fait qu'il va effectivement peut-être y avoir une création d'une autre espèce, hein. Mais on est bien prétentieux de vouloir annoncer plein d'espèces comme ça. Ça peut être, comme je vous ai montré, des squelettes de fossiles de grandes variations intraspécifiques, des variations entre un individu adulte et un individu juvénile, voire des variations sexuelles entre un mâle et une femelle, ou un mâle juvénile et une femelle adulte, une femelle juvénile et un mâle adulte, un mâle intermédiaire, vous voyez, dans les âges, c'est très dur. Ce qu'on peut voir, c'est effectivement s'ils étaient en voie d'hominisation, s'ils étaient bipèdes, hein, on peut les mettre dans un gros paquet qu'on va appeler les australopithèques, donc ils restaient dans les arbres avec un bassin proche humain, donc ils marchaient debout, ils commençaient à s'adapter à la course debout avec leur bassin projeté en arrière comme je l'ai expliqué, mais ils restaient encore dans les arbres, mais leur mâchoire, un petit bout de mâchoire ne peut pas en dire long sur la spéciation, hein. C'est de la prétention, surtout que ça a été trouvé au même endroit, à peu près à la même époque, à 100 000, 200 000 ans, 300 000 ans près. C'est très dur de noter des espèces différentes, hein. Il y a peut-être une variation sûrement génétique qui est due au temps, avec des mutations, des adaptations, des sélections, mais de là à dire que ce sont des nouvelles espèces, il y a beaucoup de prétention. Alors évidemment, plus les couches géologiques prouvent qu'il y a un espace temporel important entre deux fossiles, plus on a de chances d'avoir deux espèces différentes, évidemment, parce qu'il y a eu des mutations qui se sont passées, qui ont fait que, évidemment, de toute façon, elles ne vivent pas à la même époque, donc ce ne sont pas les mêmes, elles seront peut-être incapables de se reproduire. Mais si on les trouve à deux endroits similaires, avec à peu près la même datation, il y a de fortes chances que ce soit ou des variations intraspécifiques, hein, comme on a les gorilles des montagnes, les gorilles de l'ouest, les gorilles des plaines, les gorilles des forêts. On a pas mal de variations de gorilles, hein, puisqu'ils sont assez éloignés les uns des autres, mais ils restent interféconds, hein, ils peuvent se reproduire entre eux. Hein, c'était sûrement la même chose chez les australopithèques de l'époque, et visiblement, si on les a trouvés dans le même coin, c'est qu'ils devaient plutôt être de la même espèce avec des variations intraspécifiques. Il n'y a qu'à voir d'un zoo à l'autre comme les gorilles peuvent changer, puis quand on voit une communauté de gorilles, hein, c'est très impressionnant de voir la différence, comme chez les chimpanzés. Vous regarderez qu'un chimpanzé à l'autre, on n'a pas tout à fait la même forme de crâne, il y en a des grands, des petits, des costauds. C'est comme pour les êtres humains. Alors, évidemment, dans un groupe avec une certaine homogénéité génétique, on va retrouver, comme ils sont tous proches parents les uns des autres, une certaine type morphologique, et un peu plus loin, à 50 km, ou à 60, ou à 80, ou à 100, ils vont être un peu différents, hein. C'est normal, ils se reproduisent entre eux, hein. Et puis, évidemment, comme des familles, hein, dans le nord de la France et en, je sais pas, et en Bretagne, on retrouve des types morphologiques un peu différents. C'est normal, les gens se reproduisent plus ou moins entre eux dans les régions. Alors maintenant, les transports en commun, il y a le fait des transports en commun, il y a des transports, il y a le fait de pouvoir se déplacer, d'être assez mobile, mais avant,
trouver des types morphologiques. Donc c'est pareil pour les australopithèques. Ce sont tout simplement des querelles de chercheurs qui n'ont que l'orgueil, et l'orgueil comme l'orgueil de mettre un nom, de mettre son nom sur une découverte et d'avoir la prétention de dire qu'on a découvert une espèce, alors qu'en vérité, on pourrait tout foutre ça dans un gros paquet qu'on appellerait Australopithèque avec des variations, mais aucune assurance de dire que ce sont deux espèces, surtout qu'il y a impossibilité de dater, d'une façon dater, impossibilité plutôt d'étudier génétiquement ces os comme on peut les étudier sur les néandertaliens ou sur les anciens humains plus récents, sur les restes fossiles plus récents, parce que le matériel génétique n'est pas entièrement détruit et on peut étudier, mais là ce ne sont que des os qui ont été transformés totalement en fossiles, donc ils sont complètement minéralisés et il n'y a plus de matériel génétique dedans, donc on ne peut que dater les couches sédimentaires et à ce moment-là savoir si elles sont si les fossiles sont plus ou moins anciens ou antérieurs. Donc, mais tout ça, c'est des querelles de paléontologues. Donc, l'Australopithèque Dreiremeda, ils mettent qu'il illustre à nouveau un phénomène que l'on a mis en évidence depuis quelques décennies avec l'arbre généalogique de l'humanité qui serait foisonnant. Alors, c'est un peu du délire, c'est plutôt du délire, parce que visiblement ils étaient interféconds entre eux et que c'était surtout, à mon avis, à 99%, des variations intraspécifiques, voire des juvéniles, voire des adultes. C'est juste ça, faut pas chercher plus loin. Par contre, effectivement, on trouve quand les datations, quand les couches sédimentaires sont plus éloignées, on trouve évidemment des fossiles qui, même si elles se ressemblent, ont quelques variations, et là on peut dire à coup sûr c'est une espèce différente, mais ce n'est pas une espèce différente, c'est une évolution de l'espèce qui génétiquement sera éloignée de la première et ne serait plus fécond s'ils se rencontraient, mais comme ils étaient tellement éloignés les uns des autres, donc on va mettre des noms différents, ce qui est logique de mettre des noms différents quand elles sont assez éloignées, on va dire historiquement, préhistoriquement, on va dire dans les couches géologiques, mais quand on trouve des restes qui se trouvent dans une même date, c'est un peu prétentieux de dire que plusieurs espèces vivaient les unes sur les autres. Vivaient les unes avec les autres. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Effectivement, il doit y avoir plusieurs espèces de primates, mais je doute qu'il y ait eu beaucoup d'espèces d'hominidés. Tout ça, quand on occupe le terrain, en général, il n'y a pas de place pour deux. C'est l'histoire de Coca-Cola, c'est ce que j'explique à tout le monde. Il y aurait peut-être Pepsi, mais peut-être une seconde, mais ça m'étonnerait fortement et je ne vois pas pourquoi elle aurait disparu. Si vous voulez, quand une espèce prend la place dans la savane, comme on va dire l'Australopithèque, il y a peu de chances qu'il y en ait deux qui prennent la place en même temps. En général, elles sont interfécondes puisqu'elles viennent du même ancêtre. Donc c'est de l'illogisme dans la recherche scientifique, tout ça par l'orgueil des chercheurs qui veulent mettre leur nom sur un bout d'os fossile. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Donc les origines de l'homme, découverte d'une nouvelle espèce d'Australopithèque, à mon avis c'est bidon. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas deux, mais à mon avis c'est de la prétention, on ne peut pas l'assurer. Voilà. Et comme je dis tout le temps, c'est la théorie de Coca-Cola, ça veut dire quand une marque de soda aux herbes envahit la planète, elle ne laisse plus de place pour les autres, ou c'est très anecdotique. Donc c'est elle qui va tout prendre. Voilà, c'est pareil avec l'homme. Quand une espèce envahit un domaine, en général, elle ne laisse pas la place à une autre. Du même groupe, c'est-à-dire elle restera interféconde entre elles. C'est comme quand on a voulu dire que Néandertal il y a eu deux hommes qui se sont deux espèces d'hommes qui se sont fréquentés, on est encore dans le délire puisqu'on s'aperçoit qu'on a du patrimoine génétique commun à Néandertal et à Sapiens. En nous-mêmes, nos Sapiens, nous avons du Néandertal et que Néandertal ne peut être, en fin de compte, compris que comme une sous-espèce humaine et pas qui restait interféconde. C'est très très dur de dire c'est une espèce différente. Non, ce sont des sous-espèces interfécondes. Comme on en découvre de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des foyers d'isolation humains un peu partout, mais que ces foyers d'isolation, bien sûr, continuaient des fois à avoir quelques apports génétiques de droite et de gauche,
Donc effectivement, il y a plusieurs foyers d'isolation, Néandertal, l'homme de Denisova, je crois, des trucs comme ça, d'autres un peu partout, on va en découvrir de plus en plus, hein, qui sont génétiquement éloignés les uns, plus ou moins éloignés les uns des autres de Sapiens sapiens, Sapiens étant la majorité, étant on va dire génétiquement ce qui apportait le plus, parce qu'il venait dernier à venir du sud, si vous voulez, donc du sud on est beaucoup plus fécond que quand on est au nord, hein, donc hop, on se reproduit beaucoup plus, mais effectivement on tombe sur des êtres au nord qui se reproduisent moins à cause de la mort de la nature, de l'hiver, mais on continue à se mélanger avec eux, et eux, ces êtres qui venaient, qui étaient montés avant d'Afrique, avaient fait des espèces différentes, comme en Asie, un peu partout, comme Néandertal en Europe, hein, avec les glaciations, ça avait bloqué, on monte, mais il y avait quand même eu des montées humaines, et des mélanges qui fait qu'il y avait quand même une certaine homogénéité génétique qui fait qu'on pouvait quand même se mélanger les uns les autres, donc pas d'espèces différentes que des sous-espèces. Hein. Faut le savoir, il faut arrêter de penser en espèces différentes, et l'homme il n'est pas venu, l'homme sapiens n'est pas venu, il n'a pas exterminé Néandertal, simplement les hommes du sud en général sont plus féconds parce que au sud la nature est plus abondante avec la calorie qui vient du ciel, mais les bactéries sont plus abondantes, donc en général on a un taux de fécondité plus élevé pour compenser la mortalité due aux maladies, hein, c'est le système de l'Afrique. Hein. Et au nord, on n'a pas l'hiver, on a un peu moins de maladies, on a des symptômes, tout ce que vous voulez, mais la mort, la mort vient du froid, de la nature, des pneumonies, donc moins de bactéries, moins de lutte contre la nature. La lutte, c'est contre la nature, la lutte, c'est contre le froid, hein, contre les climats. Donc voilà, et on se reproduit moins. Hein, en général. Donc quand migration du sud vient, ils pondent comme des lapins et vous envahissent et ils rajoutent du matériel génétique en quantité industrielle, quitte à noyer le matériel génétique de base, Néandertal ou des Isova ou autres, il y en a d'autres. Je ne me souviens plus des noms, ce n'était pas le propos de la vidéo. Vous voyez, mais ça reste quand même des espèces interfécondes. Hein. Donc voilà, c'est pas des espèces différentes. C'est des sous-espèces, si vous voulez. Après, c'est l'homme qui classifie en espèces, il n'y a pas à classifier en espèces, il n'y a que des continuités, hein, c'est foisonnant avec des continuités, hein, mais dans le groupe humain, on reste humain en général, parce que pour ne plus être humain, pour plus pouvoir se reproduire les uns avec les autres, il faudrait avoir des isolations totales, et il n'y a pas eu d'isolation totale, il y a toujours eu du matériel génétique, même en petite quantité, qui est passé d'un groupe à l'autre, permettant à ces groupes de maintenir entre eux une compatibilité génétique. Hein. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Alors quand on dit il y a des fois l'homme ne viendrait pas que d'Afrique, l'homme sapiens sapiens, parce qu'on parle du matériel génétique général qui est majoritaire dans notre corps, nous, hein, c'est sapiens qui vient d'Afrique, mais on a aussi des Néandertals, et puis les peuples Asie ont aussi des isolations de groupes qui ont vécu en Asie du Sud-Est, par là, même un peu au nord, et nous, on a du Néandertal, et puis il y a du Néandertal qui est passé en Asie, mais tous ces groupes, hein, qui étaient isolés se reproduisaient moins, mais ont quand même donné du patrimoine génétique que nous avons en nous. Il n'y a pas plusieurs espèces humaines, il n'y en a qu'une espèce humaine, mais des sous-espèces. Voilà, et qui maintenaient une interfécondité grâce à des passages, rares, mais passages quand même, d'hommes qui allaient à droite, à gauche, qui revenaient, qui repartaient, et qui permettaient justement de maintenir une compatibilité génétique entre toutes ces espèces sans une isolation trop éloignée génétique. Voilà, c'est simple. Allez, c'était Fred Delavier, encore on est dans le délire. À bientôt, salut, le monde est beaucoup plus simple qu'on ne le croit.